Monsieur le Président de l'Amicale, cher parrain, Monsieur le modérateur, chers camarades de panélistes, chers étudiants, je voudrais tout d'abord vous exprimer tout le plaisir que j'ai de partager avec vous ces moments d'échange. J'ai été très ému par les mots prononcés à mon égard depuis ce matin, notamment ceux venant du président Oumar Diagadem. En général, je n'oublie pas les visages des débatteurs. Je l'ai remarqué lors des compétitions où j'ai eu l'occasion de participer en tant que juré. Et je peux vous assurer qu'il a fait preuve d'un grand talent, comme du reste l'ensemble des autres débatteurs. Je voudrais également féliciter le club Kowada. Qu'est-ce que je raconte? Je voudrais féliciter l'amicale dirigée par le président Sow. Vous comprendrez mon affection pour le club Kowada, pour l'avoir dirigé à des reprises. Je voudrais les féliciter. Je sais à quel point c'est difficile d'allier à la fois les études et les structures associatives. Il va falloir redoubler d'efforts et d'énergie pour être à la fois au top pour l'organisation d'événements de cette nature, mais également ne pas être en retard dans les apprentissages pour lesquels on vient à l'université. Quand on parvient à allier les deux, cela ne peut être que source de motivation. Je voudrais également demander à tous les étudiants, les jeunes juristes, de suivre avec attention le pas des anciens, auxquels il appartient d'ouvrir et de montrer la voie. Ils ont la responsabilité, en effet, d'indiquer les voies et moyens nécessaires pour pouvoir sortir des études juridiques, lesquelles sont assez souvent fastidieuses. Monsieur le Président, vous m'avez invité à partager avec vous sur un thème, le juge et l'application de la loi pénale. Le thème a tout le temps intéressé les juristes et les praticiens du droit. C'est un thème d'aujourd'hui et de demain, c'est un thème de tout temps, autant dire même que c'est un thème atemporel. Mais une élucidation sémantique s'impose. La sémantique, comme vous le savez, elle renvoie à la notion, à la conceptualisation. Le terme juge est en général défini comme un magistrat chargé de l'application de la loi. On parle d'un magistrat assis, parce qu'exerçant ses fonctions dans cette position. Il est en général différencié du procureur de la République et de ses substituts, les magistrats du parquet, qui sont dits magistrats debout. Vous verrez à l'audience que le procureur prend ses réquisitions en position debout. Donc, juge et procureur sont tous les deux des magistrats. Mais de quel juge s'agit-il? Parce qu'au Sénégal, certes, on a fait l'option de ce qu'on appelle un système dit de l'unité de juridiction à dualité du contentieux. Ce qui fait que, hormis le recours excès de pouvoir, ce sont pratiquement les mêmes juges qui connaissent du contentieux civil, du contentieux commercial, pénal, administratif, social, et j'en passe. Du point de vue pénal, on se rendra compte que les articles 2, 3, 4 et même 10 du Code de procédure pénale amènent le juge à appliquer des textes d'ordre civil. Le juge de la famille se voit obligé, parfois, par les articles 299 et 321 du Code de la famille, de devoir tirer les conséquences d'une décision pénale. S'agissant du juge pour enfants, on se rend compte que les articles 565 et suivants du Code de procédure pénale le désignent comme étant le juge chargé de l'enfance délinquante, c'est-à-dire des enfants en conflit avec la loi. Il est également chargé de l'enfance en danger, c'est-à-dire des enfants dont l'éducation, la moralité, la santé ou la sûreté sont compromises. Le juge civil, lui également, peut se heurter parfois à des principes d'ordre procédural. Le juge d'instruction, comme vous le savez, il est saisi par plainte avec constitution de partie civile, où son office aussi est obligatoire en matière criminelle. Il est parfois également saisi facultativement en matière délictuelle. Vous l'aurez compris, la liste des juges qui peuvent être concernés par le sujet est extrêmement longue. Le terme application de la loi a-t-on dit, le terme application peut désigner à la fois l'action d'appliquer que le résultat de cette application. Donc dans le cas d'espèce, cela désigne la mise en œuvre de la loi telle que prévue par le législateur. Mais, mesdames, messieurs, la loi, elle n'est pas toujours claire. Elle n'est pas toujours limpide comme de l'eau de roche.
Il est donc nécessaire d'en déterminer le sens et la portée, de chercher la volonté du législateur. Et apparaissent alors ce qu'on appelle des règles, des principes ou des maximes d'interprétation de la loi. La tâche n'est pas toujours aisée. Surtout que l'on sait que le juge ne peut pas se réfugier derrière le silence ou les nuances ou les lacunes ou l'absence de la loi pour refuser de rendre justice. Dans ce cas, il s'expose à un déni de justice. La loi pénale, qui est la dernière branche du sujet, est également pour le moins ambivalente. De quelle loi pénale il s'agit? S'agit-il d'une loi pénale de fond, laquelle prévoit les faits constitutifs des infractions et notamment leurs sanctions, c'est-à-dire les peines applicables? On voudra par exemple donner les dispositions des articles 364 et suivants incriminant et réprimant le vol. S'agit-il d'une loi de forme ou de procédure, c'est-à-dire une loi qui permet la mise en œuvre des règles de fond, les modalités de poursuite, les règles sur la prescription, les voies de recours, etc. Le sujet est alors vaste, parce que n'importe quel juge peut, au cours de son office, se retrouver face à l'obligation d'appliquer des dispositions d'ordre pénal. C'est la raison pour laquelle une délimitation s'impose. Une délimitation s'impose parce que si on se rend compte que le juge peut être heurté à ce genre de difficultés. S'il s'agit par exemple d'une disposition pénale, le juge civil peut se voir opposer les dispositions de l'article 2 du COCC, in fine, qui prévoit que les règles du droit pénal écartent les dispositions contraires de la partie générale du Code des obligations civiles et commerciales. On a également la situation où le juge se heurte à un principe de droit pénal. On sait que le criminel tient le civil en l'état. Cela impose au juge civil de surseoir à statuer lorsque le juge pénal est saisi et qu'il n'a pas encore définitivement rendu sa décision, si l'audience en question consiste en une réparation d'un préjudice né d'une infraction à la loi pénale. Il peut lui également être arrivé de devoir tirer les conséquences d'une décision pénale. Le juge de famille, article 319, peut décider de la déchéance de la puissance paternelle, motif pris de ce qu'une condamnation pénale est intervenue. Le sujet est vaste, je l'ai dit, mais il est également sensible. Il est sensible en raison du contexte, en raison du moment, mais également des attentes qui peuvent s'y attacher. Mais sans pour autant renier l'autonomie et la liberté intellectuelle qu'offrent opportunément les franchises universitaires, je vous inviterai à une approche purement technique, fondée sur le droit et la pratique du droit. Cette précision étant faite, on choisira de mettre l'accent sur l'application de la loi pénale par le juge pénal. Alors, comment appliquer la loi pénale? Portalis a écrit qu'en matière pénale, il faut des lois précises et points de jurisprudence. La formule, elle est belle, elle est même très heureuse, mais vous vous rendrez compte qu'il est parfois nécessaire de procéder à une interprétation de la loi. Et là, les méthodes d'interprétation de façon générale qu'on a sans pour autant être exhaustif, on a l'interprétation littérale. Ici, le juge ne peut rechercher l'intention du législateur qu'à travers ce qu'il a écrit. Le problème qui se pose, c'est que la loi n'est pas toujours parfaite. Il peut arriver que des erreurs grammaticales ou même matérielles se glissent dans le texte de loi et modifient le sens et même la portée de cette loi. Alors, lorsque l'interprétation littérale peut conduire à des absurdités, il est évident que le juge est appelé à procéder à la recherche du sens véritable de la loi. En général, l'exemple classique qu'on donne, même en première année de droit, par rapport aux absurdités qui peuvent se glisser dans un texte de loi, c'est celle d'un arrêt du 8 mars 1930. Parce qu'en ce temps, il y avait un texte qui interdisait de descendre des trains ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté. Si on prend au pied de la lettre ce décret, cela voudrait dire qu'on ne peut descendre du train que lorsque celui-ci est en marche. Alors que ce qu'on a voulu interdire, c'est de descendre d'un train en marche. Il fallait donc attendre l'arrêt. La Cour de cassation avait dès lors décidé de repréciser le sens et la portée. L'individu qui a sauté d'un train qui était en marche devait nécessairement être condamné. L'interprétation téléologique est fondée sur la recherche de la volonté du législateur. Ici, on recherche plus l'intention
du législateur que la lettre de la loi. Et là, le juge peut se fonder sur le contexte socio-économique dans lequel la loi a été élaborée, les débats qui ont eu lieu lors de l'adoption de la loi à l'Assemblée. On peut également se fonder sur ce qu'on appelle les travaux préparatoires. S'agissant du droit pénal, la bonne méthode d'interprétation est ce qu'on appelle l'interprétation stricte de la loi pénale. Cela permet d'éviter l'arbitraire du juge. En vertu de ce principe, le juge ne peut ni modifier le sens d'un texte législatif, ni l'étendre à un domaine qui n'était pas le sien. Il doit en respecter le sens exact. Ce principe, maintenant, est un corollaire du principe de l'égalité que M. le modérateur a brillamment rappelé tout à l'heure. Cela doit imposer également aux législateurs de créer un ensemble de textes de loi clairs et précis et qui font qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des interprétations outre mesure. Alors on a vu comment appliquer la loi. Maintenant, quelle est la loi à appliquer? Cela nous amène à ce qu'on appelle assez souvent les conflits de loi. Parfois, le conflit survient dans l'espace, parfois ça survient dans le temps. Dans le temps, les données du problème sont les suivantes. Une loi s'applique en principe entre son entrée en vigueur et son abrogation. Mais il peut arriver que deux lois se succèdent et régissent le même domaine. Alors à partir de ce moment, la question est légitime de savoir quelle est la loi qu'il faut appliquer. Un principe est posé par l'article 2 du Code civil, le Code civil français. La loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif. Il y a des exceptions à cette non-rétroactivité d'ordre général. Des lois interprétatives qui, puisqu'elles sont destinées à régir le même domaine que la loi censée être interprétée, elles sont obligées de rétroagir. Certaines lois sont expressément rétroactives. Le législateur prévoit que cette loi-là va rétroagir. Mais le principe en matière pénale, c'est qu'il ne doit pas y avoir de rétroactivité, surtout lorsqu'il s'agit de lois plus sévères. C'est une question de sécurité juridique. Mais en droit pénal, le juge est fondé à appliquer ce qu'on appelle le principe de la rétroactivité in mutuis. La rétroactivité pour faire appliquer une loi pénale plus douce. Ça, les étudiants de première année le savent parfaitement. L'application de la loi dans l'espace, le litige ici peut présenter ce qu'on peut appeler un élément d'extranéité et faire ressortir ou intervenir deux ordres juridiques différents. À ce propos, la lecture des articles 664 et suivants du Code de procédure pénale peut être édifiante sur la solution des litiges pour les crimes et délits qui sont nés à l'étranger. Mais il y a lieu de rappeler, chers camarades étudiants, qu'il y a une multitude de lois. Il y a une articulation qui doit être faite entre les lois communautaires, les lois internationales et les lois nationales. À partir de ce moment, cela rend la tâche du juge beaucoup plus difficile. Parce que pour rappel, les principes du droit communautaire retiennent tous qu'il y a une primauté de ce droit communautaire sur le droit national. Le traité de l'OADA le prévoit en son article 10, le traité de l'UEMOA le prévoit en son article 43, CEDEAO, ce sont les articles 9 et 12 pour les décisions et les règlements. Au niveau interne également, il se peut qu'il y ait une multitude de lois qui sont destinées à être appliquées, émanant de textes législatifs ou réglementaires, je veux dire. Et de la sorte, les juges de tous les pays concernés peuvent se heurter à un foisonnement de textes et la mission du juge devient délicate. Pourtant, en ce qui concerne ce phénomène, de grands penseurs avaient prévenu. Montesquieu avait écrit dans De l'esprit des lois que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires et celles qu'on peut éluder affaiblissent la législation en tant que telle. De même, il y a un autre problème qui fait que beaucoup d'États pensent, et parfois à tort, qu'à chaque fois qu'il est question de sécréter des normes, que ce doit être une norme juridique qui doit être prise. Or, le droit n'est pas le seul élément de régulateur de la société, comme vous le savez. Cela a déjà été rappelé par le doyen Carbonnier dans son ouvrage Flexible droit pour une société du droit sans rigueur. Il existe des normes éthiques, il existe des normes de conduite, des codes de conduite qui peuvent être parfois aussi efficaces que les lois contraignantes. Alors, ce foisonnement de textes que j'ai tout à l'heure évoqué amène certains à estimer que le principe suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi, n'est que symbolique, parce que le juge lui-même peut être déboussolé dans sa quête de savoir quelle est la loi applicable.
Du point de vue de ce qui nous concerne un peu plus, en l'occurrence l'application du droit pénal, surtout en ce qui concerne le contentieux de l'OHADA, on a fait le choix de ce qu'on appelle un éclatement de l'élément légal du contentieux. Il apparaît que le législateur OHADA, article 5 du traité, permet que l'organisation communautaire incrimine. Il appartient maintenant aux États de prendre des sanctions. Au Sénégal, on a eu une loi de 2018 qui a modifié la précédente, parce que la précédente ne concernait que les infractions nées de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. Alors cette loi nouvelle a sanctionné les infractions qui sont issues des différents actes uniformes. C'est la loi 2018-13 du 27 avril 2018. Mais ici, on se rend compte que contrairement à l'habitude du juge, qui avait la possibilité de trouver dans un texte unique ou dans un code unique et l'incrimination et la sanction, il se voit obligé, en matière d'infraction de droit OHADA, de rechercher parmi la dizaine d'actes uniformes l'incrimination avant de revenir au droit national pour y trouver la sanction. Par ailleurs, chers camarades, cette entreprise de recherche de la loi applicable peut amener le juge à se confronter à des difficultés où l'hésitation est permise. Les questions d'abrogation de la loi ou des désuétudes. Pour l'abrogation, en général, quand il s'agit d'une abrogation dite express, il n'y a pas de difficulté particulière. Parce que le législateur prévoit, dans une formule parfois lapidaire, que sont abrogées les dispositions de tel texte ou les dispositions de telle loi. Là, il n'y a pas de problème, on sait que ce texte ou cette loi n'est pas applicable. Il y a ce qu'on appelle l'abrogation abstraite. On dit qu'on sont abrogées les dispositions contraires. Cela amène le juge à faire une gymnastique intellectuelle, à d'abord chercher quelle est l'ancienne disposition qui est applicable, et ensuite chercher en quoi cette disposition est contraire, pour enfin retenir l'application de la loi concernée. L'abrogation par ricochet, c'est lorsque, par exemple, le législateur abroge une disposition à laquelle un autre texte s'est référé. Conséquemment, cette abrogation entache également ou touche la disposition concernée. Une abrogation tacite. Ici, lorsqu'il y a des dispositions de la loi nouvelle qui sont contraires à celles de la loi ancienne, le juge doit en tirer la conséquence que la loi ancienne est abrogée. Parce que dans l'interprétation des lois, on dit que c'est la volonté nouvelle du législateur qui doit l'emporter. La question de la désuétude est tout de même importante. La désuétude est la situation d'une loi qui existe, mais qui est violée en permanence, qui n'est pas sanctionnée alors qu'il y avait matière à la sanction. Mais il faut retenir très rapidement que la désuétude n'abroge pas la loi. Au Sénégal, on a eu une loi qui tendait à réprimer les dépenses excessives lors des cérémonies familiales. On se rend compte, mesdames et messieurs, que les dépenses sont de plus en plus exorbitantes. Mais lorsque la magie prend fin, lorsque la flamme de l'amour disparaît, lorsque les fleurs se fanent, il arrive assez souvent que le mari, abusé ou désabusé, se présente devant le juge pour demander la répétition, c'est-à-dire la restitution des différents frais qu'il avait investis ou offerts. Et là, même si la loi n'était pas appliquée à l'origine, parce qu'il y avait des peines d'amende qui étaient comprises entre 20 000 et 50 000, il se heurte, on lui oppose un principe, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, M. Sow a bien pu donner 10 millions, 15, 20 millions à sa dulcinée. Si par malheur il se présente devant le juge pour demander la restitution de tout ça, on lui dira que vous avez allègrement violé la loi. Vous ne pouvez pas, au regard de cette violation, revenir et demander la restitution de ce que vous avez investi sur le fondement de cette loi. L'autre exemple des études concerne l'usage du téléphone au volant des véhicules. La lecture des dispositions de l'article M19-27 du Code de la route, c'est un motif de fourrière d'un véhicule. L'article L57 nouveau a tempéré en parlant de l'usage de téléphone à la main d'un véhicule en circulation. Cela veut dire que vous pouvez répondre, par exemple en mettant le haut-parleur, mais vous ne devez pas manipuler votre téléphone. Mais chaque jour, en prenant la route, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de conducteurs qui ont des téléphones à la main. Ce n'est pas légal, mais sauf qu'il y a des difficultés d'application de la loi. En général, cette loi n'est pas appliquée. Ça, ce sont des exemples de désuétude.
Alors, l'application de la loi doit amener également le juge à procéder à ce qu'on appelle la qualification des faits. Cette partie est intéressante. La qualification des faits, c'est une opération intellectuelle qui consiste à faire rentrer des faits ou des actes dans des catégories juridiques différentes ou déterminées. Le lexique des termes juridiques considère que la qualification opère jonction entre le fait et le droit. Il y a un adage qui met en exergue ce principe. Dami factum dabo tibius. Donne-moi les faits, je te donnerai le droit. Mais l'opération n'est pas toujours aisée. Il arrive que l'on se heurte à ce qu'on appelle un concours réel. On se heurte parfois également à un cumul idéal. Pour le concours réel, il se peut que plusieurs actes matériels constituent tous autant qu'ils sont des infractions à la loi pénale. Pour l'exemple, un ami vous confie de l'argent que vous dissipez. Avis de confiance, article 383. Dans les mêmes circonstances, vous avez eu à faire usage de faux noms, de fausses qualités ou à employer des manœuvres frauduleuses pour vous faire remettre des sommes d'argent. Escroquerie 379 du Code pénal. Si se trouve que vous étiez également un agent chargé de la gestion des deniers publics, vous détournez les 10 deniers, DDP, l'article 152 et suivant du Code pénal. Le procureur de la République ordonne votre arrestation, mais lors de votre recherche, les enquêteurs vous trouvent au volant d'un véhicule, vous n'avez pas de permis L78, le véhicule n'a pas d'assurance, loi 97-20 du 12 décembre 97, et vous détenez par exemple une arme sans autorisation administrative, loi 6603 du 18 janvier 66. Vous vous rendez compte qu'il y a ici 6 faits matériels différents qui peuvent asseoir 6 qualifications différentes. Alors, lorsque vous vous présentez devant le juge avec ces qualifications, si le juge estime que les faits sont établis, chaque fait doit donner lieu à une déclaration de culpabilité. Donc, vous entendez, déclare M. X coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de conduite sans permis, de défaut d'assurance, de détention illégale d'armes et de détournement des deniers publics, par exemple. À partir de ce moment, chaque fait donne lieu à une déclaration de culpabilité. Mais vous vous rendez compte que dans certains systèmes juridiques, on vous cumule les peines encourues pour chaque infraction. Pour vous dire que vous êtes par exemple condamné à 100 ans de prison. Ici, on a fait le choix. L'article 5 du Code pénal prévoit qu'il faut retenir la plus haute acception pénale, c'est-à-dire la sanction pénale la plus sévère. Le texte dit que lorsque une personne est convaincue de plusieurs crimes et délits, seule la peine la plus forte est retenue. Pour le cumul idéal, il y a un seul fait matériel, mais qui donne lieu à 2 qualifications différentes. Il y a un principe dit de l'unicité des qualifications. Ce principe fait que normalement, les cas de cumul idéal doivent être restreints. Mais il peut arriver toutefois que le cumul de qualifications se justifie parce qu'un seul fait matériel peut porter atteinte à 2 valeurs distinctes, à 2 intérêts différents. Et là, la Cour de cassation, dans l'affaire Ben Haddadi, a considéré qu'à partir de ce moment, puisque les valeurs protégées ne sont pas les mêmes, chaque qualification donne lieu à une déclaration de culpabilité. Exemple, l'individu en question, dans le cas d'espèce, a jeté une grenade dans un bâtiment, dans un café, a tué quelqu'un, mais a également détruit le dommage à la propriété. Les 2 valeurs ne sont pas les mêmes parce qu'ici, c'est la vie, là, c'est le droit à la propriété. Donc, dans ces genres de situations, on peut faire le cumul. Sous ce registre également, le juge veillera à ce qu'on appelle les qualifications incompatibles ou les qualifications inconciliables. Vous ne pouvez pas, par exemple, parce qu'une personne est décédée entre vos mains, être poursuivie à la fois pour homicide volontaire et pour homicide involontaire. C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas être poursuivi à la fois pour vol et pour recel du même bien, parce que le recel est la conséquence logique du vol. Ce sont des situations qui se succèdent. Mesdames, Messieurs, en parlant de qualification des faits aussi, je ne peux pas être moins disert sur certaines opérations intellectuelles et juridiques qui déroutent parfois même les juristes les plus avertis. Ce sont les situations dites de requalification et de disqualification des faits. La règle, comme on le sait, c'est que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification. Cela veut dire qu'il n'est pas lié par les qualifications des parties,
Elle n'est pas liée par celle des avocats, elle n'est pas liée par celle du juge d'instruction, ni même par la qualification retenue par le procureur de la République. Et sans cesse, la chambre criminelle de la Cour de cassation française, suivie en cela par nos juridictions nationales, le rappelle assez souvent. Il faut restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'elle puise les éléments de sa décision dans les faits dont elle est saisie dans le cas d'espèce. La requalification des faits peut amener par exemple à partir d'un délit à un crime, à partir de circonstances plus graves aux circonstances moins graves, ou bien à changer une infraction en la remplaçant par une autre de même nature. Ici, en général, si une personne est poursuivie pour assassinat, on peut à l'audience procéder à une requalification des faits en meurtre. L'assassinat impose qu'il y ait guet-apens ou préméditation. Si à la lumière des débats, le juge se rend compte qu'en réalité, il ne s'était pas agi d'un guet-apens, il n'y a pas eu de préméditation, mais que la personne, lors d'une bagarre, a eu à porter atteinte de façon volontaire à des parties sensibles du corps avec une arme, peut-être tranchante, une arme létale, les faits de meurtre sont avérés. Il s'agit également, pour la base légale, de s'en référer à l'article 456, par exemple, du Code de procédure pénale. Si le fait est déféré devant le tribunal correctionnel sous la qualification de délit et de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à mise pour voir. Ça veut dire quoi? Vous pouvez demain venir à l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Louis. On dit que telle personne est amenée à l'audience pour des faits de coups mortels. Coups mortels, c'est-à-dire des coups qui sont donnés sans intention de donner la mort. Mais on se rend compte à la lumière des débats ou des pièces ultérieures ou de dépositions de témoins qu'en réalité, il avait nourri le dessein d'attenter à la vie de cet individu, que la qualification correctionnelle ne s'y est pas. Le juge se déclare incompétent et demande au ministère public de pourvoir ainsi qu'il avisera. Cela veut dire qu'il se déclare incompétent et il appartiendra au parquet de saisir la juridiction compétente. La disqualification, c'est un schéma qui permet de partir du plus grave au moins grave parfois. On peut partir d'un crime pour venir au délit, d'un délit à une contravention, ou bien on enlève quelques circonstances aggravantes, ça allège la peine et puis ça allège la qualification. Il est utile quand on discute de droit de ne pas se laisser percer par l'émotion, parce que quels que soient les mois, il va falloir pour un juriste pouvoir fonder son argumentaire soit sur des textes, soit sur des principes. Pour les principes et les bases textuelles, on peut voir pour la chambre criminelle l'article 295 du Code de procédure pénale. Et là, le terme disqualification est utilisé de façon expresse, écrite dans le Code. Le législateur évoque le cas où certaines infractions ont fait l'objet d'une disqualification. Donc, au Sénégal, en se fondant sur cet article, on se rend compte que le juge peut procéder à une disqualification. 463, même chose, parle de disqualification. 463, même chose. 463 prévoit que si, par exemple, il est déféré devant le tribunal un fait sous une qualification délictuelle et qu'on se rend compte que finalement il s'agit d'une contravention, le tribunal prononce la peine contraventionnelle. Là également, ce sont des opérations intellectuelles qui permettent au juge de passer d'une qualification à une autre. Il ne s'agit pas de faits nouveaux, donc il faut éviter cette confusion. Il ne s'agit pas de faits nouveaux. C'est-à-dire que les faits qui font l'objet de la requalification ou de la disqualification, ce sont les mêmes depuis le départ. Il n'y a absolument rien qui change. S'il y a des faits nouveaux qui doivent être rajoutés, là, il y a d'autres principes qui gouvernent leur mise en application. Par exemple, 297 prévoit que lorsqu'il y a acquittement et qu'on se rend compte qu'il existe tout de même des faits qui sont susceptibles d'une qualification criminelle, faits qui n'étaient pas poursuivis, le président du tribunal peut faire conduire la personne acquittée devant le procureur de la République. Il appartiendra à ce dernier d'user des voies nécessaires. Le juge doit également statuer sur la culpabilité de la personne. C'est la question de l'imputabilité des faits à la personne poursuivie. Il y a la matérialité, une personne a été tuée, maintenant il va falloir chercher qui l'a tuée. Ça c'est l'imputabilité. Il faut qu'il y ait un lien de cause à effet entre ce meurtre ou cette atteinte à la vie et la personne poursuivie. Il y a ce qu'on appelle des éléments, des faits tels que la démence, par exemple. Lorsque la personne est en situation de démence ou lorsque la personne a subi une contrainte, la culpabilité saute.
La disparition de l'élément moral est une chose. Ici, il s'agit de causes de non-imputabilité qu'il ne faut pas confondre avec les faits justificatifs. Pour les faits justificatifs, je surfe juste sur la crête de ces faits justificatifs, je ne vais pas au fond. Cela concerne, par exemple, la disparition de l'élément légal, et ça concerne l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité. Ces éléments-là, vous les connaissez très bien. Je vous épargne aussi tout de même certaines théories sur la question de savoir si le consentement de l'auteur est un fait justificatif. Ce sont des théories qui sont inutiles parce que la question se règle d'elle-même. Et c'est en ce moment qu'intervient le jeu des circonstances. Il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes sont limitativement énumérées par la loi, qui prévoit que parfois telle situation, un vol commis la nuit, un vol avec effraction, un vol avec usage d'armes, un vol en réunion, c'est un vol commis avec ces différentes circonstances. Pour les circonstances atténuantes, on considère qu'il s'agit d'un correctif judiciaire lorsque les peines qui sont abstraitement édictées par le législateur sont trop sévères. À partir de ce moment, le juge se réfère aux articles 432 et 433 pour les circonstances atténuantes des crimes et les circonstances atténuantes des délits. Ce sont ces articles-là qui commandent la mise en œuvre de ces différentes opérations. Et enfin, il s'agit de la culpabilité. Le juge doit se prononcer sur la culpabilité et ensuite sur les dommages-intérêts. La personne qui a souffert d'une infraction peut demander au juge la réparation de ce préjudice par l'octroi de dommages-intérêts. Vous voyez une personne demander 100 millions, 200 millions, 500 millions, et il appartiendra au juge de libérer. Et lorsqu'il statue sur les dommages-intérêts, lorsqu'il dit que X est obligé de payer à Y la somme de 50 millions, le juge peut également fixer la contrainte par corps, soit au maximum, soit au minimum. Donc, en fonction du montant dû et en fonction de la décision du juge, la personne qui a été condamnée à payer des dommages-intérêts peut se voir retourner en prison jusqu'à l'épuisement du quantum fixé par le juge si elle ne paye pas. Elle peut faire cesser cela par ce qu'on appelle le référé pénal. Par ailleurs, et enfin, chers camarades, vous avez pu remarquer l'évolution technologique, l'évolution du numérique, qui fait intervenir en premier lieu l'avènement et même l'ancrage de l'intelligence artificielle. Le juge n'est pas épargné par ce phénomène. Il y a ce qu'on a appelé la justice prédictive. Il s'est agi d'une volonté d'anticiper éventuellement les solutions de litige. On a même parlé du remplacement de certains professionnels comme les magistrats, les avocats, par des robots, par l'intelligence artificielle. Des tests ont été effectués, notamment au niveau de la Cour d'appel de Rennes. Mais ce que le premier président de la Cour d'appel a dit, c'est que les résultats étaient décevants pour l'instant. Parce que l'IA ne comprend pas toujours les subtilités d'une décision de justice. On se situe plus dans une approche quantitative et statistique que dans une approche qualitative. Il faut espérer peut-être qu'avec ChatGPT, que la situation va évoluer. Le juge colombien a déclaré avoir été inspiré dans la recherche de son argumentaire par ChatGPT. Les robots autonomes, les véhicules autonomes également se développent. Il peut arriver que le juge soit appelé à statuer sur des questions de responsabilité civile comme pénale. Quand des accidents sont causés, quand des dommages sont occasionnés, il sera question de se demander qui est responsable. Mes chers étudiants, ma responsabilité a été de vous entretenir aujourd'hui, sinon de vous distraire utilement sur des aspects que sans doute vous maîtrisez mieux, mais qui pourront servir d'aiguillon à nos prochains échanges. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.